Le Nord Kivu, à la une de l'actualité depuis plusieurs semaines, souffle le chaud et le froid en ce moment. Des épidémies se déclarent à Saké où plusieurs gomatraciens se sont entassés en cascade. Un mouvement de retour s'observe vers Goma où l'eau a été rétablie pour la première fois depuis les derniers incidents. Les réserves de change ont doublé, passant de 500 millions à 1,2 milliard de dollars américains depuis l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. Mais le comité de conjoncture économique qui s'est réuni ce mercredi a également noté une baisse des cours de métaux à l'échelle internationale qui n'augure pas des bonnes nouvelles pour les finances du pays. Après plusieurs réclamations de la population, surtout à travers les réseaux sociaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'attelle à mettre fin au calvaire des usagers de la route sur le célèbre rond-point Willery. Ce mercredi, Gentili Ngobila a personnellement visité les travaux de réhabilitation de cette place. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le centre de santé de Saké continue d'accueillir de nombreux malades avec l'arrivée de plusieurs personnes ayant fui la catastrophe naturelle à Goma. Pour essayer de faire face à cet afflux, les SBL luttent contre la délinquance et l'exode rural en sigle. Lucoder s'active pour doter cette structure sanitaire de nouveaux blocs médicaux ainsi que pour hospitaliser les malades dans des meilleures conditions. Et en cette période de crise humanitaire, 3 nouveaux blocs médicaux pouvant accueillir les enfants, les hommes et femmes sont en pleine construction pour répondre ainsi à l'urgence sanitaire qui s'impose. Pachiko Kavundama est sur place à Saké. Lancé le 26 avril 2021, les travaux de construction des 3 salles d'hospitalisation, laboratoires, blocs sanitaires et équipements du centre de santé de référence de Saké-Afia évoluent à pas de géant. C'est là parce que la cité de Saké dans les territoires de Massissi est en train d'accueillir de nombreux ménages déplacés fuyant l'éruption du volcan Nyiragongo. Et le nombre de malades ne fait qu'augmenter alors que cette structure sanitaire ne dispose pas assez d'espace pour recevoir tout le monde, d'où l'appel du médecin-chef des zones de santé de Kiroche aux partenaires. Il y a derrière quoi notre bâtiment vieux de plus de 20 ans qui doit être carrément détruit et être reconstruit. C'est un plaidoyer qu'on lance directement pour cette structure. C'est sous le haut patronage du ministère du Plan, avec l'appui financier des fonds de contrepartie Congo-Japon, que la Licoder ASBL construit ce bâtiment. Une appréciation positive au vu de la rapidité dans la mise en œuvre. Les travaux, c'est posé pour 8 mois. Nous sommes en train d'avancer trop rapidement parce qu'il y a un Goma. Le chef de groupement de Kamuronza, où est construite ces nouvelles salles d'hospitalisation, précise que ces 3 salles sont encore insuffisantes et le besoin est encore là. En tout cas, les salles ne sont pas suffisantes. D'ailleurs, même la structure devrait avoir un autre statut parce que, vous voyez, c'est situé à Saké, le plus grand centre plus peuplé du territoire de Massissi. D'ici quelques jours, ces 3 nouvelles salles d'hospitalisation et ces laboratoires seront opérationnels selon la Lucoder, permettant ainsi à ces centres de santé d'offrir à la population des soins de qualité. L'eau coule désormais dans tous les robinets de la ville de Goma. C'est là, après l'éruption du volcan Nyiragongo du 22 mai dernier, comme on le disait tout à l'heure, et qui avait endommagé toutes les installations de la régie des eaux, privant ainsi 11 quartiers de Goma et Nyiragongo de l'eau. Les porteurs des bidons au dos ne sont plus visibles dans les rues de Goma. La régie des eaux Nord Kivu a rétabli depuis le vendredi dernier la desserte en eau potable dans les quartiers à haut risque de l'éruption du volcan Nyiragongo. Ces quartiers accèdent désormais à l'eau potable. Ceci est une réponse rapide et technique de la régie des eaux après la coulée de la lave, a précisé le directeur provincial de cette entreprise David Angoyo, après une descente d'inspection pour s'imprégner de l'effectivité de cette desserte. Différents axes routiers où passe la tuyauterie de la régie des eaux ont été visités. Les fissures dues au tremblement de terre et à couper les tuyaux sur 4 endroits à l'hôpital provincial de Goma et ailleurs n'ont pas été en reste. C'est un sentiment de fierté, de satisfaction, d'autant plus que tous les points qui étaient à sec durant 3-4 jours après l'éruption volcanique, mais c'est comme un miracle aujourd'hui. Ils se réveillent avec de l'eau. Voilà, c'est une eau qui assure l'aisance, c'est une eau qui assure la paix,
c'est une eau de la vie. Nous venons de restaurer l'alimentation en eau potable dans 8 quartiers. Soyez apaisés, chère population. Donc la régie des eaux est avec vous, avec les autorités du pays, bien sûr, qui sont très regardants vis-à-vis à cette question, à cette crise après l'éruption volcanique. Les autorités provinciales aussi, qui ne dorment pas, qui font tout pour que la population soit dans les meilleures conditions, pour qu'ils soient à l'abri des maladies et avoir accès à l'eau potable. Cette action de la régie des eaux est saluée par les habitants de Goma. Avec le rétablissement de l'eau sur l'ensemble de la ville de Goma, le calvaire d'aller puiser de l'eau au lac est fini. Et la régie des eaux confirme que toutes les pannes survenues dans la tuyauterie vont être réparées. Retour à Kinshasa, plus précisément à l'Assemblée nationale où les députés dits révolutionnaires de l'Union sacrée ont évalué la situation sécuritaire dans l'est du pays depuis la déclaration de l'état de siège dans les 2 provinces du Nord Kivu et Ituri, ainsi que l'éruption volcanique du Nyiragongo. Ils ont profité de l'occasion pour apporter leur soutien au prix Nobel de la paix Denis Mukwege après les propos du président rwandais Paul Kagame remettant en cause les efforts du célèbre réparateur des femmes. Double déclaration des députés dits révolutionnaires de l'Union sacrée de la nation à l'esplanade du Palais du Peuple. Ces députés ont dressé un tableau sombre de la situation sécuritaire aggravée par l'éruption volcanique à Goma et apporté un soutien indéfectible à l'état des sièges décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en appelant la nation à l'union pour en finir une fois pour toutes avec cette question de sécurité. Nous soutenons de manière indéfectible la décision salutaire prise par le président de la République proclamant l'état des sièges assorti de la nomination des autorités militaires au niveau provincial, urbain, communal et territorial afin de traquer les forces négatives jusqu'à leur dernier retranchement pour enfin affirmer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Abordant l'actualité de l'éruption volcanique qui sévit dans la ville de Goma, ils ont exprimé leur compassion envers toutes les victimes de cette catastrophe en exigeant au gouvernement de la République démocratique du Congo d'émettre l'observatoire volcanique de Goma les conditions nécessaires afin d'assurer un fonctionnement harmonieux. Nous demandons au gouvernement de mettre le moyen nécessaire à la disposition de l'observatoire volcanique de Goma pour assurer la surveillance volcanique préventive. Tout en soutenant les forces de défense et de sécurité engagées sur les théâtres des opérations, les députés n'ont pas moins appelé à la primauté des droits fondamentaux et libertés de la personne humaine pour assurer l'harmonie sociale et la collaboration de la police civile, quoi qu'en temps de guerre. Les sénateurs membres de l'Union sacrée de la nation ont aussi eu leur première réunion mardi au fleuve Congo Hotel autour de Modeste Bahati Lukwebo, président de la Chambre haute du Parlement. Parmi les sujets qui ont dominé cette réunion, la restructuration des groupes politiques. Outre la restructuration des groupes politiques, il a été question d'amender le projet de la charte de l'Union sacrée de la nation et les questions brûlantes de la vie politique et sociale au pays. Une première rencontre qui intervient à quelques jours de la clôture de la session de mars au Sénat. Nous avons échangé sur la situation qui prévaut au Nord Kivu, en Ituri, mais également dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Et nous avons encouragé tous les sénateurs à apporter leur contribution à quelque niveau que ce soit pour soulager un tant soit peu les souffrances de notre population. C'est ce qui explique qu'au moment où nous vous parlons, nous avons 6 sénateurs, tous membres de l'Union sacrée de la nation, qui sont sur terrain au Nord Kivu. Aujourd'hui, à Saké, ils étaient en train justement de voir comment procéder à financer un forage d'eau potable pour la population, mais aussi distribuer des vivres et des non-vivres. Troisième, la question relative à l'organisation de l'élection du premier vice-président du bureau du Sénat a été également au cœur des échanges des élus. Signalons qu'une minute de silence a été observée en mémoire de Kitenge Yezu, l'un des principaux acteurs de l'Union sacrée qui a quitté la terre des hommes le lundi 31 mai dernier.
Comme de coutume, le comité de conjoncture économique s'est réuni ce mercredi autour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Les membres du CCE ont noté quelques bonnes nouvelles dans la santé économique et financière du pays, telles que les réserves d'échange qui ont doublé à plus de 100% depuis l'investiture du gouvernement. Nous pouvons retenir plusieurs choses. La première, c'est que la situation de l'économie mondiale est en bonne évolution, sauf quelques craintes pour la troisième vague de Covid-19, notamment pour notre pays, d'où le Premier ministre a demandé qu'on sensibilise la population pour le respect des mesures barrières pour ne pas repartir en confinement. Nous avons également examiné la situation au niveau des métaux. Nous avons constaté qu'il y a une baisse du cours des métaux et que ça pourrait avoir un impact sur les finances de notre pays dans la mesure où le cours du cuivre notamment est repassé en dessous de 10 000 $ par tonne. Nous avons constaté également qu'il y a la baisse sur le plan international du coût des produits céréaliers, ce qui serait une bonne chose, et le ministre de l'économie est appelé à suivre la répercussion de cette situation dans les prix intérieurs. Nous avons également constaté et encouragé le fait que les réserves de change de la République ont augmenté et de plus de 100% depuis que le gouvernement Sama-Lukonde est en place. En infrastructure, les travaux de réhabilitation du rond-point des Ivories évoluent à rythme normal, constat fait par le gouverneur de la ville de Kinshasa à l'issue de son inspection ce mercredi, des travaux exécutés par la direction provinciale de l'Office de voirie et drainage avec le financement de la ville. La descente du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, au rond-point Huileri, avait pour finalité de s'imprégner personnellement de l'évaluation des travaux d'assainissement et de construction de caniveaux le long de ces sites entamés il y a une semaine par la direction provinciale de l'Office de voirie et drainage. Les conseillers techniques du chef de l'exécutif provincial, Guy Bopesso, révèlent certains problèmes à la base de la détérioration de l'avenue Huileri dans son croisement avec l'avenue Kabambari dans la commune de Kinshasa. Les grands problèmes qu'il y avait sur cette avenue, c'est une traversée. Une traversée, c'est-à-dire un caniveau qui prend des eaux d'un autre caniveau pour amener de l'autre côté. Et ces caniveaux posaient problème parce qu'ils servaient en même temps des galeries pour la SNEL par rapport à ces câbles souterrains. De son côté, Julio Kisoso, directeur technique de la direction provinciale de l'OVD, explique l'objectif poursuivi par le changement de schéma hydraulique. Pour résoudre les problèmes, nous avons voulu changer le schéma hydraulique. L'ancien schéma hydraulique n'est plus à même de prendre en charge toutes ces eaux. Voilà pourquoi nous construisons un caniveau long de 230 mètres qui va partir de l'amont de la traversée qui cause problème jusqu'à vers l'avenue Bouta. L'initiative de Jean-Tini Ngobila vise à rendre ce rond-point praticable et réduire ainsi les embouteillages, ce à la grande satisfaction des populations riveraines. C'est encouragé parce qu'il y a l'administration centrale et l'administration provinciale. Il y a des travaux prévus uniquement pour l'administration provinciale, mais aussi des travaux prévus pour l'administration centrale. Et tout cela, quand l'administration provinciale, surtout la capitale, quand il vient au rescousse de la population quinoise, c'est tout à fait bien, tout à fait important à encourager, qui continue comme ça, ce serait bien pour la population aussi congolaise. Ces travaux financés partiellement par l'hôtel de ville de Kinshasa, dans le cadre de la vision de Kinshasa Bopeto, vont prendre fin à la fin de ce mois. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Aselo, a nommé le gouverneur intérimaire au Maniema après la déchéance de Guy Moussafiri par l'Assemblée provinciale. Le gouverneur intérimaire Alfani Idrissa s'est mis au travail en remettant des matériels et équipements médicaux au centre de traitement du coronavirus de la province. Après la confirmation par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Daniel Aselo, en tant que gouverneur ad interim de la province de Maniema, M. Alfani Idrissa Mangala a procédé à la remise des matériels et équipements médicaux au centre de traitement du coronavirus du Maniema. La province a enregistré le premier cas de Covid-19 le 13 décembre 2020 et a fait savoir Eustache Bibala. Projet exécuté par Caritas Congo, la remise s'est effectuée en présence de l'évêque catholique du diocèse
de Kindu, Monseigneur François Abeli Mouyoa Mouchapa. Les prélats catholiques indiquent que ces matériels vont permettre à la province d'organiser une meilleure riposte contre la Covid-19 et prendre en charge les cas positifs. Afin de permettre à la province d'organiser une meilleure riposte et prendre en charge des cas positifs. Après avoir remis ces matériels au centre des traitements Covid-19, le gouverneur ad interim Idriss Mangala a remercié l'Église catholique par l'entremise de la Caritas Congo pour cet appui. Face à la pénurie d'eau dans la ville de Kindu depuis quelques jours, Alfani Idrissa s'est rendu dans les installations de la Régie des eaux pour s'imprégner de la situation. Une pièce qui est endommagée, que nous avons exigé au directeur de la Régie des eaux de demander le prix de cette pièce. Le gouvernement provincial va prendre en charge l'achat et le transport de cette pièce qui est en marche. Après des échanges fructueux avec les directeurs de la Régie des eaux, le gouverneur ad interim a pris des décisions idoines pour desservir la population de Kindu en eau potable. Dans l'objectif d'assurer l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo, le ministre de Pêche et Élevage, Adrien Bokele, et le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katwe, ont échangé pour trouver des solutions durables afin de limiter cette dépendance alimentaire qui sévit parfois dans le Haut-Katanga et même sur toute l'étendue du territoire national. L'autosuffisance alimentaire de la population était une fois de plus au centre des échanges entre le ministre Adrien Bokele Djema et les gouverneurs du Haut-Katanga Jacques Kabula. Après un tour d'horizon, les deux autorités se sont mis d'accord sur la nécessité de mettre en place un plan d'urgence de la pêche et élevage afin d'éviter cette dépendance à l'importation de produits de première nécessité. Nous nous rendons compte que pour nourrir notre population, nous faisons recours à l'apport étranger, ce qui veut dire que nous faisons recours aux importations en termes de l'aliment de base, que ce soit la viande, que ce soit du poisson. Et cette situation nous a tellement préoccupés et nous avons échangé avec son Excellence, Monsieur le ministre de l'Élevage, pour que la province, à travers bien sûr le ministère de Pêche et l'Élevage provincial, s'occupe de la gestion de ce ranch. Nous allons d'ici peu démarrer avec l'élevage afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Une situation jugée préoccupante par le numéro 1 de la pêche et l'élevage qui compte tout mettre en œuvre avec l'appui du gouvernement pour gagner ce pari et assurer ainsi une autosuffisance alimentaire à l'ensemble de la population congolaise. Sous la facilitation de Chérubin Okende, une solution concertée entre le BAR, Board of Airlines, association de compagnies aériennes internationales, et le gouvernement provincial de Kinshasa est en voie d'être trouvée. C'est ce qui ressort de la séance de travail entre la représentante des sociétés aériennes et celle de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Le ministre du Transport, Voies de Communication et des Désenclavements, Chérubin Okende, a mis autour d'une table le représentant des compagnies aériennes internationales et le ministre provincial des Finances avec la Direction générale de recettes de Kinshasa pour trouver une solution à la plainte du BAR sur le paiement de la taxe d'embarquement de 2% sur les frais exigés par la DGRK. Après échange entre les deux parties sous les auspices de Chérubin Okende, il ressort que le BAR, qui compte au moins 12 compagnies, ne refuse pas de payer à la ville son dû, mais il propose un réajustement du mode de collecte et de paiement de cette taxe, tel que l'a affirmé Chantal Serrao, parlant au nom du BAR. Et je pense qu'on trouvera une solution. Bon, on ne peut pas payer ce qu'on n'a pas collecté. Et dès qu'on se met d'accord, on va commencer à collecter la taxe. Automatiquement, ils vont avoir de l'argent. Pour sa part, la ville de Kinshasa, représentée par le ministre provincial des Finances, Jean Goy, a estimé que les divergences sont en voie d'être aplanies. La solution est déjà là. Il est question tout simplement qu'on tienne la dernière réunion, c'est fini, parce que tout le monde a compris, il n'y a pas de violation des lois. Il est question tout simplement de parler. Nous parlons déjà le même langage, il n'y a plus de problème. Les discussions vont se poursuivre dans un dialogue direct entre les deux parties avant de revenir auprès du ministre du Transport, Voies de Communication et des Désenclavements pour formaliser un accord de principe.
Après avoir reçu le plainte de la population de la Tchangou, Kimbanseke, dénonçant la carence en eau potable, Junior Nembalimba et Tatiana Pembe, tous députés provinciaux et nationaux élus de la Tchangou, accompagnés de l'homme d'affaires Abed Achour, ont mis à la disposition de leurs électeurs de l'eau potable grâce à des forages. Nous sommes dans les districts de la Tchangou, fief électoral de Junior Nembalimba et Tatiana Pembe, précisément dans la commune de Kimbanseke au quartier Salongo. Depuis plusieurs décennies, ce quartier est dépourvu d'eau potable et n'y savait pas à quel sens se vouer. Aujourd'hui, c'est un grand jour, car après avoir reçu leur cri d'alarme, la fondation Tosungana, qui dirige Junior Nembalimba et Tatiana Pembe, tous meilleurs élus de ces quartiers, accompagnés par le patron du groupe Sokin, Abed Achour, n'ont pas croisé les bras. Ils ont initié les travaux de forage d'eau potable. Je vais seulement vous promettre que ça ne sera pas le premier forage seulement ici. On va faire beaucoup de forages. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous assistons à l'inauguration de ces forages d'eau potable qui désormais sera distribué gratuitement à toute la population quinoise dans ce contrée. Et la population est dans la joie. C'est parti avec le don des vivres et non-vivres à cette population fidèle, à Junior Nembalimba et Tatiana Pembe et Abed Achour, le patron des Sokin, qui ont fait plusieurs dons à la satisfaction de cette population. Tatiana Pembe qui est sur tous les fronts pour l'intérêt de ses électeurs, vous le verrez, bien avant cette descente, elle a rencontré le ministre national de l'économie, Jean-Marie Kalumba, au sujet de la révision à la baisse du prix du billet d'avion à l'intérieur du pays, mais aussi soulever le sujet du petit commerce aux nationaux et aux expatriés, voulais-je dire, tel que cela s'observe tristement ces dernières années. Selon la loi congolaise en vigueur sur les commerces, les petits commerces sont réservés aux seuls nationaux et devraient faciliter la population congolaise à s'épanouir. Mais cette loi n'est pas respectée. C'est ce qu'a constaté sur terrain nos équipes. Les petits commerces sont exercés par les expatriés au détriment des avantages nationaux. Et les déplacements à l'intérieur, tout comme à l'extérieur du pays, coûtent énormément cher. À cela s'ajoute la multiplicité des taxes et impôts. Et les Congolais ont du mal à se retrouver. Voilà qui justifie la rencontre ce matin entre la députée Tatiana Pembe, à la tête d'une délégation du collectif de parlementaires pour l'action sociale, COPAS en sigle, avec le ministre national de l'économie, Jean-Pierre Kalumba. Dans son bureau, les échanges ont tourné autour de ces phénomènes qui bloquent l'épanouissement de la population congolaise. Souci de ce groupe des députés travaillant en synergie pour répondre aux attentes de la population congolaise. Et nous sommes très ravis parce que le ministre a les mêmes préoccupations, mais en plus des préoccupations, il a un plan. Et nous voyons qu'il est en train de mettre en place ce plan-là. Nous voulons l'encourager. Nous sommes venus lui dire que nous, comme représentants du peuple, nous souhaitons que tout Congolais puisse avoir la possibilité de voyager dans son pays en payant un billet d'avion qui soit conforme et corresponde aussi à la bourse que nous avons. Le travail que nous allons faire, c'est de mettre la pression aussi aux opérateurs aériens, de mettre la pression, pourquoi pas, au Premier ministre, où ils ont ça là que les lots billets d'avion n'habitent sur les mata, et ça va taxe à RVA, et ça va taxe à TVA. Ceux qui en tant que parlementaires toko sont la population n'habite population et tini poto lobela bango. Ceux qui va taxe on éco diminuer pour faire en sorte que les lots billets d'avion équita. Ils sortent de ces bureaux convaincus que dans le tout prochain jour, le ministre tiendra compte des desiderata du peuple congolais qu'ils ont amenés pour la bonne marche du Congo. La société civile de Farage dans la province du Haut-Uélé a des préoccupations déjà soumises à l'exécutif de cette province, des préoccupations qui ont été examinées au cours du dernier conseil de ministres présidé par le gouverneur Basséane Nanga. Les récentes revendications de la société civile de Faradje ont été analysées au cours de ces conseils des ministres ordinaires en la salle des réunions du gouvernorat. Le ministre porte-parole du gouvernement provincial en fait le point. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a déploré les revendications de certaines forces vives dans les territoires, suivies des manifestations ayant entraîné la paralysie des activités socio-économiques dans les dits territoires, tels dans le village de Beau, à territoire de Faradje. Face à ces revendications,
le gouvernement provincial s'est dit ouvert aux échanges. Sur ce, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a informé les conseils de la tenue incessante à Isiro d'une réunion d'échange avec tous les coordonnateurs territoriaux des organisations de forces vives œuvrant à province. Bien avant ce même jour, Christophe Basséa-Nenanga préside la sensibilisation des leaders des associations des taxis-motos afin de les persuader sur le bien fondé du péage et route dont l'exécutif provincial tient à son application pour maintenir les routes réhabilitées. Il fallait contribuer à mbongo sali yango. Yango batie ba taxi moko soki oza ko kende moto vide opesi $1. Kozonga na yo soza na chargement opesi $3. Mbongo wana ezaka po etonga province na biso na part na biso ba président ba taximen. Tomoni yango mabete tomoni yango bien po eko soutenir province na biso ke na liboso. Cette même sensibilisation des potentiels contribuables a été couplée à celle de la vente des plaques des motos par la Régie provinciale des finances des jurys, question de doter la province des moyens suffisants pour sa politique pragmatique visant le développement du Haut-Uélé. Parlons éducation. Dans cette même province, la ministre provinciale en charge de l'EPST était devant les élus de la province du Haut-Uélé pour répondre à une question orale avec débat lui adressée par les députés Liki Mabé Meda relative au monnayage de l'identification d'enseignants nouvelles unités dans le territoire de Faradje toujours. Pour Liki Mabé, il y a urgence et nécessité de mettre fin à cette pratique. Le monnayage de l'identification des enseignants nouvelle unité dans les territoires des Faradji de l'ordre de 25 000 par enseignant au profit des deux autorités sous Prouvide préoccupe au plus haut niveau les députés de la province du Haut-Uélé. Le sujet a fait l'objet d'une question orale avec débat adressée au ministre provincial en charge de l'EPST, initié par les députés Liki Mabé Midar. Après un délai sollicité obtenu de 48 heures, le ministre provincial a répondu aux préoccupations des élus. Dans son explication, Madame le ministre n'a pas été convaincante. On croit Liki Mabé. Si aujourd'hui nous nous sommes appelés à assumer des responsabilités, c'est grâce à ces pauvres enseignants qui nous ont enseigné, qui ont mis le l'air pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et donc nous allons les accompagner pour qu'il y ait un changement dans ce secteur. Pour l'auteur de cette question, Liki Mabé Midar, il y a nécessité et urgence de sauver les conditions du travail des enseignants du Haut-Uélé. Il est donc vrai que les deux responsables étaient coupables du monnayage de l'opération d'identification des enseignants nouvelles unités et c'est en violation des instructions officielles interdisant formellement de monnayer cette opération confie à l'annexe 3. Pour Liki Mabé Midar, l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé s'engage à accompagner ses enseignants nouvelle unité dans la marche pour la concrétisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait de la gratuité de l'enseignement son cheval de bataille. En Équateur, parlons de la descente du coordonnateur de la nouvelle génération Tshisekedi Junior Mata Melanga, fils maison. Il a été chaleureusement accueilli par la population à qui il a annoncé pour très prochainement l'arrivée des cadres du parti UDPS pour sa redynamisation. Junior Mata Melanga a tenu un méga rassemblement dans son fief de l'Équateur devant une foule immense. Cet acteur politique a refusé du monde de l'aéroport jusqu'au terrain Wangata à Mbandaka où une foule nombreuse l'attendait. L'objectif poursuivi était de préparer le terrain de la capitale du Grand Équateur à la hiérarchie du parti. Bientôt, Augustin Kabouya, secrétaire général, et Jean-Marc Kabunda Kabound, président AI de l'UDPS, y séjourneront pour redynamiser le parti sous l'implication de Junior Mata, sous les thèmes Banaya et Kanga, Balobi, avec Félix-Antoine Tshisekedi, Équateur debout, ou encore Elongo na Félix-Antoine Tshisekedi, Totelema. Cette mobilisation monstre, malgré une journée très chargée, ce notable de Grand Équateur, Junior Mata Melanga, a fait aussi une descente dans deux écoles, précisément l'Institut Bakusu et l'Institut de Mbandaka, pour chuter au bureau de la sous-division Mbandaka 1. Dans ce périple, l'enfant terrible de l'UDPS a échangé avec différentes couches socio-professionnelles de la population de Mbandaka, notamment la synergie des femmes leaders de l'Équateur, les étudiants, les infirmiers, les syndicalistes, des enseignants, les notables de Mbandaka, le chef coutumier Ngele Atandu
Une journée pleine d'expérience et d'enthousiasme qu'il a bouclée par un point de presse au siège de son parti UDPS. Fort de cette volonté d'encadrer les jeunes et les femmes et de promouvoir leurs talents, une rencontre de football intercommune d'Mbandaka et celle de Wangata a été organisée. L-Wise Beauty Touch Couture vient de lancer officiellement ses activités à Kinshasa. Il s'agit d'une boutique d'habillement et d'un salon de coiffure spa offrant des services de qualité. La cérémonie a eu lieu à son siège situé à la résidence Victor sur l'avenue de la Justice dans la commune de la Gombe. Devant un parterre d'hommes d'affaires et chefs d'entreprise réunis pour la circonstance, Jinan Yafoufi a présenté la boutique L-Wise Couture, spécialisée en la création des modèles d'habillement hommes, femmes et enfants, mais aussi pour mariés. L-Wise Salon et Spa, quant à lui, offre des services de qualité à des prix abordables, a-t-elle précisé. La différence entre les autres boutiques et les autres spas, c'est que les autres boutiques, pas tous font sur du mesure. Ici, nous avons tous nos tissus qui sont importés de l'extérieur. Nous avons un styliste modéliste qui a étudié en Italie, qui est venu appliquer ses connaissances ici à Kinshasa. Et tous ces ateliers sont locaux. Toutes les personnes qui travaillent avec elles sont aussi des personnes locales. Donc nous sommes vraiment en train de faire Made in Kinshasa en fait. Et par rapport au spa, c'est vraiment un spa exceptionnel parce que sachant que tous nos produits, nous avons ramené l'innovation et des machines qui pas tous les centres ici à Kinshasa ont, que ce soit pour les soins de visage ou plus tard pour d'autres soins comme par exemple le laser que nous comptons ramener et d'autres pour des beautés féminines qui font maigrir, etc. Ça, c'est des trucs et des produits que pas tout le monde a ici à Kinshasa. Pour sa part, Liliane Yafoufi, designer de L-Wise Beauty Touch Couture, a profité de l'occasion pour inviter la population à venir nombreux. Je rassure toute la population congolaise de la qualité. Je les invite même à venir toucher et voir par eux-mêmes quel type de qualité nous fournissons et quel type de tissu nous avons et quel type de produits nous avons ici dans le salon et le spa. Cette cérémonie inaugurale a été marquée par un défilé de mode pour la présentation de la nouvelle collection 2021. Page sportive à présent. Cette nouvelle qui vient de tomber, Vodacom Ligue 1, l'association sportive et club est sacré champion de la 26e édition après le litige qui l'opposait au CS Don Bosco qui accusait le Moscovite d'avoir aligné le joueur Matutala Zao sans avoir l'attestation de son club d'origine, le FC Corbeau. Le club trouve gain de cause. Dans une correspondance ce mercredi, la COGES révèle que V-Club est étranger à cette forfaiture et n'a commencé à utiliser le joueur qu'après avoir obtenu les assurances de la FECOFA qui précisait que Matutala Zao était enregistré sous une licence de l'Académie Tchangu en 2018. Avec désormais 70 points, les Moscovites ne peuvent plus être rejoints. La 12e Coupe du Congo féminine continue son bonhomme de chemin. Ce mercredi, 4 rencontres étaient au programme. En première explication, la fondation Jacques Kabula Katoué a surclassé la 31e CPC de Mbujimayi sur le score de 4 buts à 1. Pour sa première sortie dans cette Coupe du Congo, FJKK n'a pas tergiversé face à la 31e CPC de Mbujimayi au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Le club de Jacques Kabula Katoué va donner le temps fort dès la première minute de jeu avec l'ouverture de score de Ngonza Njibou. Elle sera imitée par Kajinga Mangouzi et Féliciens Mouyabo. L'unique réalisation de l'équipe de Mbujimayi porte la signature de Katanda Mbangu Kati. Le succès de la FJKK est le fruit d'une longue préparation, estime Shekina Kayembe, coach de cette formation louchoise. L'autre équipe n'était pas en place, mais je pense que c'est le match de compétition. Il faut, quel que soit, vous voulez jouer, il faut d'abord gagner le premier match pour préparer notre deuxième match. C'était notre ambition de gagner d'abord le premier match. Par rapport au système de jeu, par rapport aux athlètes, on va encore changer d'autres athlètes parce que les autres étaient restés à Lumbashi. C'est maintenant qu'il est venu aujourd'hui. Il faut maintenant changer pour affronter le deuxième match. Dans d'autres rencontres, le CS Manik a laminé la FDDK de Chikapa sur le score de 4 buts à 1. Au terrain GD de Lemba, Mazemé a dompté Sainte-Marie sur la note de 3 buts à 1 alors que le FC Ituri et le FC Tosepela se sont quittés en bons amis. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres.
Le Nord Kivu à la une de l'actualité depuis plusieurs semaines souffle le chaud et le froid en ce moment. Les épidémies se déclarent à Saké où plusieurs gomatraciens se sont entassés en cascade. Un mouvement de retour s'observe vers Goma où l'eau a été rétablie pour la première fois depuis les derniers incidents. Les réserves d'échange ont doublé, passant de 500 millions à 1,2 milliard de dollars depuis l'investiture du gouvernement Samalou Kondé, mais le comité de conjoncture économique qui s'est réuni ce mercredi a également noté une baisse des cours des métaux à l'échelle internationale qui n'augure pas des bonnes nouvelles pour les finances du pays. Après plusieurs réclamations de la population, surtout à travers les réseaux sociaux, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'attelle à mettre fin au calvaire des usagers du célèbre rond-point des Huileries. Ce mercredi, Gentil Ngobila a personnellement visité les travaux de réhabilitation de cette place mythique. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez santé. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.